qui répond dans le monde entier. Je vais maintenant passer la parole à notre deuxième intervenant qui est à ma droite, Jean de Maillard, qui est magistrat. Vous le connaissez parce qu'il est déjà intervenu à de nombreuses reprises dans ces causeries du Palais. Il est vice-président du tribunal de grande instance d'Orléans, si je ne me trompe pas. Encore Orléans. Encore Orléans, mais il n'y était pas à l'époque. Il s'est beaucoup intéressé à ces problèmes de flux d'argent sale sur le plan international. Il a écrit plusieurs livres sur la question, dont un qui s'appelle Le rapport censuré, qui était paru chez Plomb, je crois. Un monde sans loi, qui, si ma mémoire est bonne, était une sorte d'atlas des flux d'argent sale, qui est un ouvrage que je vous recommande, très intéressant. Et un autre, j'en ai peut-être oublié, Les beaux jours du crime. Alors Jean de Maillard, vous le retrouvez souvent dans des interventions, des débats, on le voit parfois à la télévision, sur tous ces problèmes de délinquance internationale et de mondialisation, au fond, de la délinquance qui rend le problème encore plus compliqué que du temps de Stavisky. Jean de Maillard. Je voulais simplement, parce que j'ai été un peu pressé par le temps, dire que si c'est un scandale politico-financier, d'abord on s'en prend à la classe politique parce qu'elle est étroitement mêlée, tout simplement parce que l'Action française, le journal royaliste, va publier une circulaire du ministre du Travail de l'époque, Dalimier, qui recommandait aux caisses de retraite et aux sociétés, toutes les sociétés mutualistes, de prendre du Bayonne compte tenu du caractère exceptionnellement sûr de tels investissements. Alors, Chautemps et la classe politique était étroitement mêlée à cette histoire, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, de Madoff. Bien, merci de cette précision, Didier. J'en profite pour saluer l'arrivée du député maire des Sables-d'Olonne, Louis Guédon, qui nous a rejoint tout à l'heure. Jean de Maillard. Merci. Oui, en écoutant Didier Gallo, je me faisais une réflexion que je voulais vous faire partager. C'est que finalement, la différence entre un banquier et un escroc, c'est que derrière les escrocs, on trouve souvent des femmes. Alors que chez les banquiers, c'est plus rare, en tout cas dans leur vie publique. Pour le reste, il y a une autre différence aussi, c'est que lorsqu'on arrête un escroc, l'escroquerie s'arrête. Quand on arrête un banquier, il y en a un autre qui le remplace. Ceci étant dit, je vais changer un petit peu de registre, mais j'avais tout à fait le sentiment aussi, en écoutant Didier, que l'histoire se répète, l'histoire balbutie, et simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle refait en grand ce que les escrocs ont fait en petit. Je vais vous parler des subprimes, qui est effectivement l'affaire d'aujourd'hui, qu'on est d'ailleurs en train de commencer à oublier, puisqu'on nous dit que tout va repartir comme avant dans les plus brefs délais, et que tout le monde s'en félicite et s'en réjouit. Alors que finalement, les mécanismes qui ont conduit à la crise des subprimes évoquent à de multiples égards beaucoup ceux de l'affaire Stavisky. Sauf que, cette fois-ci, l'affaire a été professionnalisée, elle a été même mondialisée. Si on veut comprendre l'affaire des subprimes, il faut se dire d'abord que comme disent les anglo-saxons, ce n'est pas un signe noir, c'est-à-dire le signe, le volatile, qui, vous savez, cette histoire je crois que c'est lorsqu'on a, avant de découvrir les terres australiennes, on disait tous les signes sont blancs. Et puis en Australie, on a découvert que les signes étaient noirs.
Et donc, on s'est aperçu à ce moment-là que, finalement, un signe noir n'était pas forcément quelque chose qui tombait du ciel. Donc, pour revenir à mes moutons, plus exactement à mes banquiers, il faut bien comprendre que l'affaire des subprimes ne démarre pas en 2007, ni même dans les années 2000, mais en réalité, elle commence dans les années 80, 70-80. Ce n'est pas les subprimes qui commencent à ce moment-là, quoique. Là encore, la titrisation qui va être un des deux pièges, plus exactement une des deux mâchoires du piège qui va se refermer sur le monde, et véritablement sur le monde. La titrisation, donc, est sinon peut-être inventée, du moins réinventée dans les années 70, et qu'elle va surtout être utilisée déjà en grand, mais on n'en a pas beaucoup parlé à l'époque, par un personnage que, pour le décrire simplement, je dirais, ça évoquera à ce moment-là tout de suite pour tout le monde la nature du personnage, qui serait un Bernard Tapie qui aurait des connaissances bancaires, qui s'appelle toujours Michael Milken, et qui était l'un des directeurs d'une banque importante américaine dans les années 70, qui s'appelait la Drexel Burnham Lambert. Je l'appellerai Drexel par simplification. Et ce monsieur a inventé ce qu'on appelle les junk bonds, c'est-à-dire les obligations pourries. Alors, il ne les a pas véritablement inventées, mais il leur a donné une bonne ampleur. Qu'est-ce que c'est que les obligations pourries ? Eh bien, quand vous êtes une société cotée en bourse, que vous avez un crédit important, vous pouvez émettre des actions, vous pouvez émettre des obligations, vous avez des moyens faciles de vous financer sur le marché. Vous pouvez même vous adresser aux banquiers, ils vous prêteront de l'argent, puisque vous en avez. En revanche, si vous êtes une petite entreprise qui n'est pas cotée, vous aurez du mal à trouver de l'argent, soit auprès de votre banquier, soit sur les marchés. Donc, le procédé est extrêmement simple, c'est que vous émettez des obligations, mais au lieu de les émettre au taux du marché, mettons actuellement par exemple à 3-4%, vous émettrez ces obligations à des taux de l'ordre de 15-20%, qui évidemment vont attirer immédiatement tous les gogos. Et pas seulement les gogos d'ailleurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple. Si c'est pour financer des investissements, finalement, il n'y a pas vraiment à trouver à y redire, sauf que 15 ou 20% ça fait cher et que c'est difficile de pouvoir rembourser après. Mais si vous faites ça en grand, à ce moment-là, l'objectif n'est plus du tout d'investir, l'objectif est de trouver des investisseurs qui sont prêts à acheter des obligations, ce qui vous permet d'avoir de l'argent pour réémettre ensuite, éventuellement par exemple racheter d'autres entreprises, selon une pratique qu'on appelle le LBO, qui consiste à acheter une entreprise en faisant du crédit, en demandant de l'argent au banquier, mais à ce moment-là vous en avez de l'argent. Donc vous mettez 10% de la valeur de l'entreprise que vous rachetez sur la table, le banquier met 90%, et ensuite, quand vous avez racheté l'entreprise, puisqu'on n'est pas dans une logique économique, mais dans une logique de prédation, on dépaisse l'entreprise. C'est comme ça que Bernard Tapie a commencé sa carrière, c'est-à-dire qu'on va revendre les actifs de l'entreprise qu'on a rachetée et on remboursera le banquier et on recommence après. Donc Michael Milken va se livrer en grand à ce genre d'activité. Et ça va être un marché absolument considérable. Je crois qu'à l'époque, je parle de mémoire, il va réussir à initier un marché des junk bonds qui doit être de l'ordre de 200 milliards de dollars. On est dans les années 70-80. Milken finira en prison, pas trop longtemps, je vous rassure, il est condamné à 10 ans de prison. Alors pas pour avoir émis des obligations, mais à cause des procédés qu'il utilisait, parce que ce genre de martingale, il y a un moment où ça ne marche plus, bien entendu. Donc il y a un moment où, et ça va être tout l'objet de mon exposé, il y a un moment où la fraude doit toujours venir à l'appui
des pratiques, même les plus légitimes, même les plus légales, si on veut que les arbres montent jusqu'au ciel. C'est-à-dire donc si on veut forcer la nature. Donc Michael Milken finira condamné à 10 ans de prison, il n'en fera que 2, et aujourd'hui il a créé une fondation. Si vous tapez Michael Milken sur Google, vous verrez que c'est devenu une sorte de sage, toujours comme Bernard Tapie, qui donne des leçons à tout le monde, et qui est, je crois, à peu près la 137e fortune mondiale, ou en tout cas des États-Unis, et donc il se porte très bien. Sa banque, en revanche, n'existe plus. Elle a été liquidée parce qu'elle ne pouvait pas payer les amendes qui lui ont été imposées. Mais ça n'est pas grave, puisque de toute façon, la banque avec un grand B continue. Et elle continue très bien, puisque dans les années 80, il va se passer un phénomène très intéressant, qui est complètement oublié en France, pour autant d'ailleurs qu'on en ait entendu parler, qui est la crise des caisses d'épargne américaines. Les caisses d'épargne américaines, c'était un petit peu, si vous voulez, à la fois ce qui est chez nous les caisses d'épargne et les sociétés d'HLM. C'était sociétés privées d'HLM. C'était des établissements financiers qui avaient été réglementés, encadrés en 1933, je crois, au moment du New Deal, parce que déjà il s'était passé aussi aux États-Unis à peu près le même genre de choses qui s'était passé en France à la même époque. Je parle sous le plan des escroqueries. Donc c'était un secteur très encadré qui servait en fait à permettre le financement dans des conditions, je dirais, sociales, de l'accession à la propriété, puisque plus de la moitié de l'immobilier résidentiel à l'époque passait par les caisses d'épargne. Donc c'était des taux d'intérêt pour les emprunteurs qui étaient plus bas que ceux du marché, et tout un encadrement donc du crédit, du financement, etc., de ces caisses d'épargne qu'on appelle aussi en américain, en anglais, les savings and loans. Donc ces caisses d'épargne vont en fait connaître une crise majeure au début des années 80, parce que c'est l'époque donc de ce que les plus âgés d'entre nous se souviennent, qu'on appelait la stagflation, c'est-à-dire une récession économique liée à une période de très forte inflation, à 2 chiffres. Et Paul Volcker, qui est le secrétaire au Trésor à l'époque, va de Reagan, qui arrive au pouvoir, mais déjà ça commence sous Carter en 80, va vouloir lutter contre l'inflation, et que fait-il ? Il remonte les taux directeurs de la Réserve fédérale. Et ça a un effet immédiat sur les caisses d'épargne, qui était un secteur encadré avec des taux d'intérêt bloqués à long terme, des taux d'intérêt fixes pour les emprunteurs. C'est que les caisses d'épargne se trouvent littéralement étranglées, puisqu'elles ne peuvent pas suivre sur les taux qui sont offerts désormais par le système bancaire. Et en revanche, elles doivent, ces caisses, se financer elles-mêmes sur le taux, sur le marché, à des taux d'intérêt qui sont supérieurs aux taux d'intérêt qu'elles peuvent demander à leurs emprunteurs. Donc évidemment, quand vous achetez plus cher que vous vendez, en général, vous faites faillite. C'est ce qui va se passer en 2 ans. Le secteur des caisses d'épargne américaines, qui, je vous le rappelle, finance plus de la moitié du résidentiel immobilier aux États-Unis, est en faillite. Problème, parce que M. Reagan est un grand libéral qui, avec Mme Thatcher à l'époque, a décidé que le marché devait tout régler et qu'il n'y avait plus qu'une seule loi qui était celle du marché. Et donc, la politique du gouvernement américain va être de dire, premièrement, les caisses d'épargne américaines sont une aberration dans un système où c'est le marché qui doit, y compris et prioritairement dans le domaine financier, qui doit seul fonctionner. Et deuxièmement, puisque le marché est omnipotent et omniscient, il résoudra tout seul le problème, donc on laisse faire. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer qu'une myriade de petits Stavisky, petits ou grands Stavisky, vont se jeter sur les caisses d'épargne américaines. Et ça va être une orgie financière, littéralement.
la mafia va s'en mêler, tous les truands, tous les voyous, tous les escrocs, tous les margoulins de la patrie du Far West vont se jeter sur les caisses d'épargne américaines et vont se lancer dans des opérations abracadabrantesques en matière immobilière et financière, c'est-à-dire qu'on va construire absolument n'importe quoi. Et les seules réformes qui sont faites dans le domaine financier, dans le domaine bancaire, c'est en fait, je simplifie à l'extrême, c'est d'aligner le régime juridique des caisses d'épargne sur celui du secteur financier libre, du secteur bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, on va banaliser, on va autoriser les caisses d'épargne à faire ce que font les banquiers et on va en revanche supprimer les privilèges dont profitaient précédemment les caisses d'épargne. Donc ce n'est plus un secteur protégé, c'est un secteur qui est devenu totalement concurrentiel. Sauf que faire de la banque, c'est un métier et souvent, parce que j'ai un peu critiqué les banquiers, mais il faut aussi que je les réhabilite, parce que sinon je sens le lourd regard de mon voisin à côté qui va se venger tout à l'heure. Donc les banquiers, en général, quand même aussi, je dirais, au moins ils connaissent leur métier. Tandis que dans les caisses d'épargne, tous ces margoulins qui se sont jetés là-dessus, et ceux qui, les anciens dirigeants, gérants de caisses d'épargne, qui n'étaient pas forcément au départ des margoulins, mais qui étaient étranglés par leur situation et par leur insolvabilité, se lançaient dans toutes les combines. Alors, par exemple d'une combine qui était très répandue, c'est vous construisez un centre commercial dans le désert, disons pour 3 millions de dollars, enfin du moins c'est ce que vous dit le promoteur. Le promoteur met 50 000 dollars sur la table, vous financez le reste. Le promoteur, lui, se paye 200 000 dollars pendant la construction de son centre commercial. Il se fait un peu de gratte aussi sur la construction, sur les métaux de construction pour gagner un petit peu plus. Et une fois que le truc est construit, personne n'en veut parce que c'est au milieu du désert. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'investisseurs. Le promoteur fiche le camp et la caisse d'épargne se trouve plantée de 3 millions de dollars. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est bien embêtée. Donc, comme elle a pris une hypothèque, elle se retrouve propriétaire du complexe commercial et elle va essayer de faire repartir la combine. Alors, elle va dans un premier temps, je vous en parle tout de suite parce qu'on va les retrouver dans les subprimes. Elle va faire appel à ce que les Américains appellent un appraiser, un évaluateur. C'est une particularité américaine qui consiste, c'est une profession de gens dont le métier est d'évaluer les biens immobiliers pour indiquer donc la valeur des biens immobiliers aux prêteurs et aux banquiers pour garantir donc la valeur du bien immobilier. Donc on va aller voir un évaluateur et on lui demande combien ça vaut. Je dis ça vaut pas cher. Disons à tout casser, votre affaire ça vaut 2 millions de dollars. Là, c'est un problème, parce que si ça vaut 2 millions de dollars, déjà, il faut trouver un acheteur, c'est pas évident, et on est planté quand même d'1 million de dollars dans l'affaire. Que fait la caisse d'épargne? Eh bien, elle va chercher un autre promoteur. Et elle lui dit, écoutez, je vais vous prêter 6 millions de dollars. Mais vous me rachetez mon complexe que j'ai sur les bras et dont je ne sais pas quoi faire. Donc on va l'évaluer à 6 millions de dollars. J'ai un évaluateur qui est d'accord pour l'évaluer à 6 millions de dollars. Vous me l'achetez et je vous prête sur les 6 millions de dollars. Ça inclura d'abord votre propre rémunération pour les 2 ans à venir, plus le remboursement du prêt que vous allez me faire. C'est-à-dire que la banque prête l'argent qu'elle va se rembourser à elle-même, à la caisse d'épargne. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Les banquiers ont de l'imagination. Donc, deuxième promoteur qui arrive et qui donc reçoit 6 millions de dollars et qui va pendant 2 ans, avec ces 6 millions de dollars, rembourser le complexe immobilier dans lequel il n'y a toujours personne. Il n'y a toujours pas un investisseur, pas un client, c'est pas grave.
Et au bout donc des 2 ans, le promoteur refiche le camp et la banque, la caisse d'épargne, se retrouve cette fois-ci avec 6 plus 3, 9 millions. Bon. Il y a un moment où vous vous dites, évidemment, il faut que ça s'arrête. Alors évidemment, ça s'est arrêté. Ça a quand même mis 10 bonnes années pour s'arrêter, ces histoires-là. Parce que pendant ce temps, que faisait le gouvernement Reagan? Il disait, puisque le marché s'autorégule, on n'a plus besoin de régulateurs, on n'a plus besoin de superviseurs, on n'a plus besoin de policiers. Donc, on supprime, on diminue drastiquement les effectifs de supervision, les effectifs policiers, etc. Et tout ça se réglera tout seul. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la CIA en a beaucoup profité. C'est l'affaire de l'Iran Gate à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, Oliver North, qui vend des armes aux Iraniens pour gagner de l'argent, pour financer les contras du Nicaragua que le Congrès a interdit au gouvernement fédéral de financer. Comme on veut quand même le financer, il faut trouver de l'argent. Donc on vend des armes aux ayatollahs pour donner de l'argent aux contras. Et tout ça se fait bien entendu en douce et avec en partie l'argent des caisses, plus l'appui de la mafia. Donc vous voyez un petit peu le panier de crabes. La mafia aussi a trouvé une bonne combine là-dedans. Ils vont voir les dirigeants des caisses d'épargne et ils disent, voilà, vous avez besoin d'argent. Oui, évidemment. C'est pas difficile. C'est un nommé Renda qui faisait ça. On pense qu'il a blanchi comme ça un bon paquet de milliards de dollars. Il allait voir le dirigeant de caisse et puis il disait, bon, c'est pas compliqué, vous allez faire un prêt à monsieur machin et c'est moi qui vais vous passer l'argent pour lui faire le prêt. C'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, c'était l'argent de la mafia et l'argent était blanchi au travers donc du prêt qui passait par la caisse d'épargne. Donc, une gigantesque truanderie qui, bien entendu, se termine forcément comme elle doit se terminer, c'est qu'au bout d'un moment, la presse d'ailleurs est totalement muette, ou quasiment totalement muette, c'est une grande surprise, parce que la presse américaine a plutôt bonne réputation en matière d'investigation. Là, elle est quasiment totalement taisante. La seule explication que j'ai trouvée, c'est que finalement, comme on est en pleine période d'euphorie de la mondialisation débutante dans les années 80 et de dérégulation, finalement tout le monde trouve ça très bien, l'argent se coule à flot, le bâtiment évidemment se porte bien avec des pratiques comme ça, jusqu'au moment où dans les années 90 tout ça va s'effondrer, on est obligé de créer un organisme pour mettre fin à tout ça, une sorte de société de défaisance comme on a fait pour le Crédit Lyonnais, à chaque fois on fait la même chose. Et comme on va faire avec les bad banks dont on parle, peut-être, à moins que d'ailleurs, j'ai trouvé, je crois qu'il y a une autre formule que nos banquiers dans les subprimes ont trouvé, c'est de racheter à l'État les créances de l'argent que l'État a mis pour les sauver, mais tout ça revient au même, puisque dans l'affaire des subprimes, l'État a financé les banques pour qu'elles se renflouent, et les banques donc rachètent aujourd'hui les créances avec l'argent qu'elles ont fait pendant que l'État finançait. Entre-temps, donc les banquiers ont reconstitué leurs fonds propres, maintenant on racheté les créances et on peut repartir comme avant. Je ferme la parenthèse, parce que là, je suis allé directement à la fin de l'histoire, et j'ai enlevé tout suspense à mon affaire. Excusez-moi. Donc je reviens, on est toujours dans les années 90, on a réglé l'affaire des caisses d'épargne, c'est-à-dire que la moitié des caisses d'épargne ont disparu, les autres se sont regroupées, et de toute façon, celles qui restent fonctionnent comme des établissements bancaires normaux, et il n'y a plus, et c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a plus aux États-Unis de secteur financier d'aide à l'accession à la propriété des classes moyennes et des classes populaires. Mais c'est normal, on est en plein libéralisme dur, ultra-libéralisme. Donc c'est la finance qui compte et uniquement la finance. Mais le problème de tout ça, c'est que le secteur de l'immobilier au sens large aux États-Unis, c'est 8% du PIB. 8% du PIB, c'est considérable. Et si on ne construit plus de 60% des Américains sont propriétaires de leur logement, home sweet home. L'idéal des classes moyennes américaines et des autres, c'est d'être propriétaire de leur logement. Donc le problème de cette politique, c'est qu'on est en train de tuer l'industrie du logement, puisqu'il n'y a plus d'aide au secteur du logement, d'aide financière au secteur du logement. Mais
on ne veut plus remettre cette aide financière au travers de caisses d'épargne, de mutuelles, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va agir sur le levier financier. Alors, il y a un petit intermède qui va être la bulle Internet. La bulle Internet, c'est que pendant ce temps, donc libéralisme obligeant, on détruit les emplois aux États-Unis, comme ailleurs d'ailleurs. On délocalise dans les pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde qui ne sont pas fous ne vont pas augmenter les salaires des ouvriers. En Chine, on n'a pas augmenté les salaires des ouvriers. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent qu'on gagnait avec la délocalisation des emplois américains? On les a placés en bons du trésor américain. On n'a pas fait le grand soir en Chine. Donc il faut surtout pas augmenter les salaires dans les pays émergents, parce que sinon, comme aurait dit Ricardo, qui était un économiste qui s'y connaissait, on aurait détruit l'avantage concurrentiel qui est constitué en fait la main-d'œuvre, qui est le seul avantage de ces pays-là. Donc on délocalise aux États-Unis, on détruit l'emploi aux États-Unis, mais on se dit c'est pas grave, on a les autoroutes de l'information, on a les dot-com, ce que j'appelle les dot-com, les nouvelles technologies, et tout ça va nous faire repartir comme en 14 ou comme en 40, et sauf que les dot-com c'est 4% du PIB. On est en train de détruire 8% pour créer 4%. Il y a un problème. Et puis surtout, la bulle Internet, on a vu, parce que l'investissement à tout va sur une technologie qui n'est pas d'une part au point et que la société, que l'économie n'est pas en mesure d'absorber, qu'est-ce que ça fait? Ça s'effondre. Mais pendant 3-4 ans, la bulle Internet a permis de prendre le relais de la bulle immobilière qu'avait créé la folie des caisses d'épargne. Et puis, de nouveau, récession de la bulle Internet à la fin des années 90. Et alors là, problème parce qu'on n'a plus... Où est la bouée de secours? Dans la bouée de secours, il va falloir revenir à l'immobilier. Et c'est là que la deuxième mâchoire du piège se referme, c'est qu'entre-temps, les banquiers ont affiné leurs pratiques. Et la titrisation, ils l'ont mise au point, cette fois-ci, de façon tout à fait sophistiquée. Je vous ai parlé de Michael Milken tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il avait fait, Michael Milken? Je reviens à lui. Avec ces junk bonds, il savait bien, lui, Michael Milken, que ça ne durerait pas longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris ce qu'on appelle des MBS, il avait fait des MBS, des mortgage base securities, bucket securities, pardon. C'est-à-dire qu'il avait mis dans des pools, si vous voulez, de titres, à la fois des créances hypothécaires, donc sur des biens immobiliers, d'emprunteurs, et des junk bonds. Et il avait revendu ça sous forme donc de titres d'actifs financiers. Donc c'est un des inventeurs de cette finance pourrie, qui lui permettait donc en fait de refinancer les junk bonds et les crédits hypothécaires en mélangeant tout ça. Et que vont faire les banquiers? Eh bien, ils vont s'inspirer, encore une fois, de pratiques qui ont été inventées par des escrocs. Et ils vont l'utiliser en grand, cette fois-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce qu'on appelle des CDO, des MBA, des MBS, etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée des instruments financiers dans lesquels on mélange toutes les créances. Et toutes ces créances, ensuite, on les revend. Alors, je passe sur les détails techniques parce que je n'ai pas le temps, mais en fait, toute la subtilité, quelque part, il faudra bien un jour reconnaître que c'est une arnaque. Ça ne peut être qu'une arnaque. C'est que quelque chose qui, sur le marché, vaut, par exemple, 100, devient, en fait, sur le nouveau marché que vous créez, une valeur qui vaut 120. Vous n'avez rien changé, mais simplement en titrisant, vous avez fait augmenter de valeur vos titres de 100 à 120. L'exemple, peu importe les chiffres, mais c'est pour vous expliquer le mécanisme.
Et donc, vous allez replacer vos titres, et qu'est-ce qui se passe? C'est que, pourquoi ça va devenir un piège mondial? C'est parce que, à partir de là, les banquiers découvrent que, pour prêter de l'argent, ils n'ont plus besoin d'avoir d'argent. Autrefois, quand les banquiers prêtaient de l'argent, ils demandaient d'abord des dépôts. Il fallait aux banquiers avoir des dépôts d'argent, et c'est sur leurs dépôts qu'ils prêtaient de l'argent. C'est ce qu'on appelle les fonds propres, les réserves des banques, les fameux ratios que doivent avoir les banquiers de 4% ou 8% de fonds propres qui sont destinés à garantir les crédits qu'ils font. Mais la subtilité de la titrisation à laquelle on a assisté, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui garantit aujourd'hui encore, et c'est bien le problème, qu'est-ce qui garantit l'existence de l'argent que les banquiers mettent sur le marché? C'est plus les dépôts, c'est les crédits qu'ils ont faits antérieurement. Donc, pourquoi? Parce que quand un banquier titrise, il sort de son bilan les actifs, les créances qu'il dépose, qu'il détient. Ce qui veut dire qu'il peut prêter à l'infini de l'argent, il garde sa réserve pour faire plaisir, son ratio pour faire plaisir à la Banque centrale européenne ou à la Réserve fédérale américaine. Il a toujours son ratio, mais on crée une masse de liquidité mondiale et heureusement que vous êtes assis, ceux qui ne le sont pas, je vous conseille de vous asseoir, parce que les chiffres aujourd'hui de cette finance, aujourd'hui je ne sais pas, c'est un peu redescendu, mais en 2007, les chiffres de cette finance, tenez-vous bien, c'était 700 000 milliards de dollars qui en fait n'existent, je ne peux même pas dire que sur le papier, parce qu'il n'y a même pas de papier, ça n'existe que sur des écrans informatiques. C'est de l'argent qui n'existe pas. Cet argent, en fait, on a créé ce que personnellement j'appelle du crédit dollar. C'est-à-dire du dollar qui n'existe que parce que derrière, on l'adosse à des crédits qui servent en fait à créer de nouveaux crédits. Et tout ça, comment ça s'appelle en bon langage pénaliste? Ça s'appelle de la boule de neige, ça s'appelle de la cavalerie, ou ça s'appelle maintenant, puisqu'il faut américaniser tout ça, du schéma de Ponzi. Moi, j'appelle pas ça autrement. Alors, ça, c'est la vision en grand. Mais, bien entendu, personne ne le dit, ça, il ne faut pas le dire. Mais la subtilité de tout ça, c'est que, vous allez dire, bon, ok, c'est un drôle de mécanisme, mais c'est des gens, quand même, qui sont bien mis, qui font tout ça, et, ça pose peut-être un problème, mais on va le régler. Mais là aussi où je voudrais revenir, il me reste combien de temps? Pas beaucoup? Pas trop. Bon, 5 minutes. 30 secondes. C'est que, pour faire tout ça, le problème c'est qu'il fallait accorder deux choses. Il fallait accorder la bulle immobilière avec la bulle financière. Pourquoi? Parce que ça ne pouvait fonctionner que si, en fait, on créait une bulle immobilière. Pourquoi? Parce que tout le crédit en question repose fondamentalement aux États-Unis sur le crédit immobilier. Tout le crédit, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais dans les techniques financières américaines, dans les techniques de crédit américaines, l'essentiel repose sur le crédit immobilier. C'est à partir du crédit immobilier que se font tous les mécanismes de crédit à la consommation, des cartes de crédit, etc. Donc, qu'ont fait les banquiers? Ils ont travaillé avec nos fameux évaluateurs qui ont systématiquement surévalué la valeur des biens. Alors, ce n'est pas les banquiers qui le faisaient, c'était bien entendu les emprunteurs qui surévaluaient, mais tout le monde le savait, qui surévaluaient la valeur des biens. Et pendant quelques années, 2000-2004, on a fonctionné comme ça. Ce qui fait que les crédits ont monté en flèche à ce moment-là. On a fait aussi... il y avait un problème aussi, c'est que comme les Américains n'ont cessé de s'appauvrir en réalité, depuis Reagan, les revenus moyens des Américains ne cessent de baisser. Donc les Américains n'ont plus d'argent en réalité. La première puissance mondiale est en fait en voie d'appauvrissement depuis 20 ans, il faut le savoir. Donc les Américains n'épargnent plus.
Les Américains sont surendettés, sont tous en surendettement. Le taux d'endettement au moment de l'éclatement de la crise des subprimes, elle est de 138% des ménages américains, de leurs revenus. Donc, les Américains n'ont plus un sou. Donc, ils sont tous obligés de s'endetter. Et la seule chose qu'ils possèdent, c'est la maison qu'ils peuvent acheter, dont on leur dit, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, le prix montera à l'infini. Donc même si vous ne pouvez pas rembourser, c'est pas grave, vous revendrez votre maison, on se remboursera, il vous restera quand même de l'argent. Donc il fallait créer une bulle immobilière. Et la bulle financière se greffait sur la bulle immobilière. Mais ce que vous comprenez bien, j'imagine, c'est qu'il ne fallait surtout pas que les deux bulles soient décorrélées l'une de l'autre. Et pour que la bulle financière puisse continuer de monter, on pensait éternellement, quand les méthodes légales ne suffisaient pas, on utilisait les méthodes illégales. C'est-à-dire qu'on retrouvait quelques margoulins, qui étaient donc les évaluateurs qui régulièrement surévaluaient la valeur des maisons, et puis on trouvait aussi des prêteurs, parce qu'aux États-Unis, on passe beaucoup par des prêteurs, ce n'est pas les banques qui prêtent en direct. Les prêteurs, les organismes de prêt, montaient des dossiers bidons de prêt, en disant aux gens, bon, on va dire que vous avez du travail, même s'ils n'en avaient pas, on va dire que vous gagnez tant, même s'ils gagnaient la moitié, etc. Et donc, en fait, je dirais à la marge du système, on avait les banquiers, le système financier, mais personne en particulier, mais tout le monde en général, reposait sur ce principe qu'il fallait que, sur certains points d'application très particuliers, comme notamment le moment de la conclusion des prêts subprimes, il fallait une fraude massive. On estimait, par exemple, c'est un organisme américain qui est cité par le FBI, donc qui a une référence policière, qui a estimé que 70% des prêts subprimes qui tombaient en défaut rapidement étaient des prêts frauduleux. Donc ça vous donne une idée du chiffre. Il y a eu une explosion, bien entendu, des enquêtes sur les fraudes hypothécaires aux États-Unis. Mais la subtilité, c'est que les banquiers, à un moment, se sont dit il y a deux problèmes qui vont se poser. D'une part, c'est que les fraudes deviennent trop massives, et puis on risque aussi d'épuiser le capital, je dirais le capital humain. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand on aura tous les blacks et tous les latinos insolvables qui auront leur maison, il va falloir encore trouver d'autres gens. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, c'est là le coup de génie de la finance d'aujourd'hui. C'est qu'on a relégalisé la fraude. C'est-à-dire qu'au lieu d'étendre le système de fraude, on l'a légalisé. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'exigence pour l'emprunteur de devoir justifier de sa situation professionnelle et de ses revenus. C'est-à-dire qu'on a inventé les prêts, ce que les Américains appellent les prêts Alt-A, ou les prêts No-Doc, qui sont des prêts dans lesquels on ne demande même plus à la personne de justifier de ses revenus. Le résultat, c'est que quand il fallait une semaine pour obtenir un prêt, on pouvait obtenir un prêt, tenez-vous bien, en 30 secondes. Voilà comment ça fonctionne. Et à l'autre bout de la chaîne, du côté financier, bien entendu, on a les mains propres. On a les mains propres puisqu'on ne fait que de la finance. Simplement, quelques enquêtes, notamment de la SEC, qui est l'autorité des marchés financiers américains, ou du Congrès, ont montré que tout le monde dans les milieux financiers savait, à commencer par les fameux Freddie Mac et Fannie Mae, qui sont les organismes de refinancement d'une grande partie de ces prêts qui sont des organismes parapublics, tout le monde savait que cette finance était pourrie. Mais tout le monde s'est tu, parce que ça faisait vivre le système financier mondial. On n'est plus sur des escroqueries. Madoff, c'est un artisan, c'est un artiste, mais c'est un bricoleur. C'est un bricoleur de génie, mais il travaille tout seul, et il travaille pour lui. Les autres ont travaillé pour le bien commun. Ils ont travaillé pour la mondialisation. Ils ont travaillé pour le monde entier.
comprenez que de tels philanthropes aujourd'hui s'insurgent quand on veut remettre en cause leur bonus. C'est quand même assez scandaleux, alors qu'ils ont permis au monde entier de s'enrichir de 700 000 milliards de dollars. Voilà aujourd'hui le problème devant lequel on est. C'est plus de l'escroquerie, bien entendu, c'est de la finance, ne confondons pas. Le problème, c'est que les solutions qu'on préconise, quelles sont-elles? Et j'en termine, Pierre. Le problème, c'est qu'on nous parle de quoi? On ne nous parle pas de réformer la finance mondiale. On est en train de rembourser les banques pour qu'elles recommencent. Certains de ces fameux produits financiers dont je n'ai pas parlé, qui sont les CDS, qui sont des produits encore plus sophistiqués, puisque ce sont simplement des miroirs, ce sont des produits d'assurance des actifs financiers que l'on inclut dans les actifs financiers. Vous n'imaginez pas la complexité de ces produits. Et on a eu besoin de polytechniciens pour tout ça. Polytechniciens français, bien entendu. Les Français ont été parmi les meilleurs spécialistes de l'invention de ces produits et de leur sophistication. C'est l'université française qui les forme. On a créé donc des produits qui s'appellent les CDS, qui sont des produits d'assurance, que les assureurs ne pouvaient pas payer, bien entendu, parce que comment voulez-vous payer des centaines de milliers de dollars, c'est impossible. Ils assuraient sans se réassurer, en pensant qu'ils n'auraient jamais à payer. Évidemment, quand on leur a demandé de payer, ça leur a fait drôle. Donc, eh bien, les CDS, c'est reparti. C'est déjà reparti. Hein, c'est reparti en flèche. Et donc, tout le monde est sur les starting blocks, et on attend de repartir. Et pendant ce temps-là, nos gouvernants du G20 nous parlent simplement de moraliser, mais simplement d'ailleurs de moraliser, j'ai vu ça récemment, vous l'avez vu aussi, qu'on n'allait pas moraliser les revenus des banques, mais simplement des banques nationalisées. Rassurons-nous, de toute façon, il n'y aura plus de banques nationalisées dans quelques mois. Je vous remercie.